Quand mon frère Antoine a annoncé son mariage, une vague de joie a envahi la famille. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas réunis pour un événement aussi festif. Ma femme, Élise, et moi avons immédiatement commencé à parler de tenue, de plans de voyage et de l'endroit où nous allions séjourner. Mon beau-fils Léo, âgé de 15 ans, semblait également enthousiaste. Il a toujours admiré son oncle Antoine. Je me souviens de lui me demandant « Tu crois que je pourrais mettre un costume ?» J'ai souri et lui ai ébouriffé les cheveux. « Bien sûr, champion. Un très chic. » Quelques jours plus tard, le faire-part officiel est arrivé. Il était magnifiquement conçu, avec des détails dorés et une calligraphie sophistiquée. Mais j'ai alors remarqué une ligne spécifique. Cette invitation est valable pour Martin et Élise. Aucune mention de Léo. Confus, j'ai envoyé un message à Antoine pour demander des éclaircissements. La réponse est arrivée rapidement. C'est une cérémonie réservée à la famille par le sang. J'espère que tu comprends. Léo n'est pas vraiment... Enfin, tu sais. Mes mains tremblaient. J'ai lu ce message 2 fois, puis une 3e. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'ai juste senti quelque chose changer en moi. Un craquement froid et dur, comme du verre sous pression. J'ai montré le message à Élise. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je pouvais voir qu'elle essayait de se contenir. Léo est entré dans le salon en demandant ce qui se passait, et tout ce que j'ai dit c'est « Nous n'irons pas au mariage ». Ce jour-là, je me suis assis sur le balcon de notre appartement à Montmartre, regardant les toits de Paris au loin. La ville m'avait toujours apaisé, même dans les moments difficiles. J'ai grandi ici, tout comme Antoine. Nos parents, des Lyonnais venus tenter leur chance dans la capitale, disaient toujours que la famille, c'était tout. Les liens du sang sont sacrés, mon petit Martin, disait souvent mon père. Et maintenant, ironiquement, c'était le sang qui nous séparait. Élise est partie travailler à l'école où elle enseignait, et Léo est allé au collège. Je suis resté seul avec ces mots qui martelaient dans ma tête. N'est pas vraiment de la famille. Comme si les 5 années que j'avais passées à aider ce garçon avec ses devoirs, à l'emmener aux entraînements de foot au PSG, à lui apprendre à faire du vélo au bois de Boulogne, ne signifiaient rien. J'ai appelé ma mère, espérant un peu de soutien. Maman a toujours été la voix de la raison dans la famille. Maman, tu te rends compte qu'Antoine ne veut pas de Léo au mariage? Le silence à l'autre bout du fil a été révélateur. Mon fils, un mariage, c'est sérieux. Il y a des traditions, des significations. Antoine veut juste réunir la famille. Et Léo n'est pas de la famille? Ma voix est sortie plus fort que je ne le voulais. C'est différent, Martin. Tu sais que c'est différent. J'ai raccroché, sentant cette fissure en moi s'agrandir. Ce n'était pas seulement Antoine. C'était toute une mentalité enracinée que je n'avais jamais remise en question jusqu'à présent. Combien de fois avais-je moi-même répété les paroles de mon père? Les liens du sang sont sacrés. Mais cet après-midi-là, en attendant que Léo rentre de l'école, j'ai su que quelque chose avait changé. Quand il est arrivé, jetant son sac à dos sur le canapé comme il le faisait toujours, je lui ai demandé s'il voulait aller manger une crêpe au stand du coin. C'était notre rituel du vendredi, mais aujourd'hui nous étions mardi. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, toujours observateur. « Non, ai-je menti. Je veux juste passer un peu de temps avec toi. » Nous avons marché, le long des quais de la Seine, avec la tour Eiffel en toile de fond. Léo m'a parlé d'un exposé de géographie, d'une fille nommée Camille qui lui avait souri, du prof de maths que tout le monde trouvait qu'il ressemblait à un personnage de manga. Et pendant qu'il parlait, tout est devenu clair pour moi. Ce garçon qui ne partageait pas mon sang était mon fils en tout ce qui comptait. Nous avons décidé à ce moment-là, sans même le dire à voix haute, nous n'irions pas au mariage. Ce n'était pas une protestation, pas une dispute. C'était simplement là où nous tracions notre propre ligne. Nous n'avons pas fait de scandale. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique furieux, ni de déversement sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes tout simplement pas allés. Le jour du mariage, j'ai emmené Léo pêcher dans un étang en Normandie, chez un collègue de travail. Léo n'a pas demandé à nouveau pourquoi nous n'étions pas là. Peut-être sentait-il la réponse. Peut-être savait-il déjà ce que « n'est pas vraiment de la famille » signifiait pour eux.
Nous avons lancé nos lignes dans l'eau du petit étang. Nous nous sommes assis sous un ciel calme et n'avons rien dit pendant des heures. C'était le meilleur des silences. Antoine n'a jamais repris contact après ça. Personne de la famille ne l'a fait. Certains ont envoyé des photos de la cérémonie. Ma sœur Sophie a légendé l'une d'elles avec « On aurait tellement voulu que vous veniez, c'était magique ». J'ai souri poliment et répondu avec un emoji pouce levé. Mais chaque message semblait être un petit coup de marteau sur cette même fissure en moi. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement normales. Nous avons repris nos routines. Je déposais Léo à l'école dans le Marais, le récupérais de son entraînement de foot, l'aidais en algèbre. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement le mariage, c'était la déclaration non dite que Léo n'était pas suffisant, que ma famille, de sang, avait tracé une ligne que je refusais d'accepter. Un samedi après-midi, nous avons eu la visite inattendue de ma mère. Elle est arrivée avec un plat de clafoutis, sa spécialité, et une étreinte chaleureuse. Pendant que Léo dévorait le gâteau dans la cuisine, elle m'a attiré sur le balcon. « Antoine a demandé de tes nouvelles ?» dit-elle en ajustant la hanse de son sac. « Il a dit que tu ne répondais pas à ses messages. » Je n'ai rien à lui dire. « Martin, ce ne sont pas des manières, c'est ton frère. »« Et Léo est mon fils », ai-je répondu sans hésiter. Le mot est sorti naturellement, comme s'il avait toujours été là attendant le bon moment. Ma mère a soupiré, regardant au-delà de l'immeuble, vers la butte Montmartre, au loin. « Vous avez toujours été têtus, toi et Antoine, tout comme votre père. » « Ce n'est pas de l'entêtement, maman, c'est une question de respect. » « Il a respecté la tradition, mon fils, un mariage, c'est sacré. » J'ai secoué la tête. « Quelle est cette tradition qui exclut un enfant ? Quel est ce Dieu qui compte l'ADN des invités ?» Elle n'a pas répondu, se contentant de me serrer la main. Peut-être, quelque part en elle, savait-elle que j'avais raison. Ou peut-être était-elle simplement fatiguée d'être prise entre les feux de deux filles adultes. Quand elle est partie, j'ai trouvé Léo sur le canapé, jouant à un jeu vidéo. « Mamie a apporté plus de gâteaux », dit-il sans quitter l'écran des yeux. « Je t'ai gardé une part. » Je me suis assis à côté de lui. Dans le jeu, son personnage escaladait une montagne impossible, tombant plusieurs fois, mais recommençant toujours. « Merci, champion. Ta grand-mère voulait savoir pourquoi nous ne sommes pas allés au mariage de tonton Antoine. » Il a haussé les épaules. « Je le savais déjà. »« Tu savais quoi ? » ?»« Qu'il ne voulait pas de moi là-bas. » Il a mis le jeu en pause et m'a finalement regardé. « Je vous ai entendu, toi et maman, parler ce jour-là, sur le fait que je ne suis pas de la vraie famille. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Tout ce temps, pensant que je le protégeais, et il savait déjà. Il portait déjà ce fardeau. « Léo, écoute. »« C'est bon, » m'a-t-il interrompu. « Vraiment, je ne voulais même pas y aller. Ça aurait été ennuyeux. » Il a souri, mais c'était ce sourire que les adolescents arborent quand ils cachent leur douleur. Le même qu'Élise avait parfois en parlant du père de Léo qui avait disparu quand le garçon n'avait que 3 ans. Cette nuit-là, après que Léo se soit couché, Élise et moi avons parlé tard dans la cuisine. Elle a pleuré quand je lui ai raconté la conversation avec lui. « Il est si fort, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Plus fort que nous. Il ne devrait pas avoir à l'être, » ai-je répondu. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, les lumières de la ville qui ne s'arrêtaient jamais. Paris, comme toujours, allait de l'avant, indifférente aux petits drames humains. J'ai pensé à toutes les familles, dans les fenêtres éclairées autour de nous. Combien d'autres lignes invisibles séparaient des gens qui auraient dû être unis ? Faisons quelque chose de spécial demain, ai-je suggéré. Emmener Léo faire du skate au Trocadéro, puis déjeuner dans ce restaurant japonais qu'il aime. Élise a souri, son premier sourire sincère depuis des jours. Ce serait bien. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons plus parlé du mariage, d'Antoine, ou des lignes dans le sable. Au lieu de cela, nous avons créé de nouveaux souvenirs, comme si nous construisions une forteresse invisible autour de notre petit noyau familial. Une forteresse qu'aucun mot ou exclusion ne pourrait pénétrer. Un soir, alors que je bordais, Léo dans son lit, un rituel que nous maintenions même s'il pensait être trop grand. Pour ça, il s'est tourné vers moi et a demandé
As-tu déjà souhaité que je sois vraiment à toi? La question m'a frappé en pleine poitrine. J'ai regardé ce garçon que j'élevais depuis ses 5 ans, celui dont je calmais les cauchemars, dont j'aidais à coller les projets de scolaires à minuit, dont je l'avais aidé à surmonter sa première peine de cœur. À moi, il était plus qu'à moi. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit « Tu es à moi de toutes les manières qui comptent. Et si j'avais la chance de tout recommencer, je te choisirais encore. » Il n'a rien dit. Il a juste tiré la couverture et s'est retourné. Mais j'ai remarqué comment sa main a glissé dessous les couvertures, juste assez pour atteindre la mienne. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'ai pas réussi à dormir. Mon esprit passait en revue des documents juridiques, des délais, des procédures. Élise a bougé à côté de moi. « Tu y penses, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. « Je veux l'officialiser, ai-je dit. Léo le mérite, pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce qu'il est temps. » Le lendemain matin, j'ai pris un café au bistrot du coin avec Sébastien, mon ami de fac devenu avocat. Entre 2 gorgées de crème, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Pour l'adoption d'un enfant de plus de 13 ans, il faut son consentement, a expliqué Sébastien en essuyant la mousse de son cappuccino de sa moustache grisonnante. Mais d'après ce que tu me dis, ça ne sera pas un problème. Et le père biologique? Disparu depuis plus de 10 ans, sans pension alimentaire, sans contact? On peut plaider l'abandon, ce sera un processus, Martin, mais c'est possible. Je suis sorti du bistrot avec un poids en moins sur les épaules et un plan en tête. Cet après-midi-là, pendant qu'Élise était à l'école, j'ai emmené Léo se promener au parc des Buttes Chaumont. Nous avons marché parmi les grottes et les jardins, avec la vue sur le Sacré-Cœur au loin. Tu sais, ai-je commencé alors que nous nous asseyions au bord du lac. J'ai pensé à ce que tu m'as demandé hier. Léo jetait des cailloux dans l'eau, les faisant ricocher. Désolé pour ça, j'étais idiot. Non, tu ne l'étais pas. Je lui ai mis la main sur l'épaule. J'y pense aussi, et, eh bien, je voulais savoir ce que tu en penserais. Si j'essayais de t'adopter officiellement, légalement. Le caillou qu'il s'apprêtait à jeter est tombé directement dans l'eau. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Genre, j'aurais ton nom de famille? Quand si tu le voulais, tu serais Léo Dubois. Il a baissé les yeux vers l'eau où les poissons rouges nageaient en cercle paresseux. Qu'est-ce que son père biologique en penserait? Demanda-t-il, se référant à lui-même à la 3e personne, ce qu'il faisait quand le sujet était difficile. Richard a fait son choix il y a longtemps, ai-je répondu doucement. Et nous avons fait le nôtre tous les jours depuis. Léo est resté silencieux si longtemps que j'ai commencé à m'inquiéter. Peut-être que c'était trop tôt, peut-être que je m'étais précipité. Puis il a levé les yeux, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu auparavant. Une sorte de certitude, une paix. D'accord, dit-il simplement. Faisons-le. Nous sommes rentrés à la maison main dans la main, ce que nous n'avions pas fait depuis ces 8 ans. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous n'en avions pas besoin. Certaines décisions sont si justes que les mots ne feraient que les gêner. Ce soir-là, je l'ai annoncé à Élise, alors qu'elle corrigeait des copies sur la table de la cuisine. Elle a lâché son stylo rouge et m'a serré dans ses bras, pleurant silencieusement contre ma poitrine. « Merci », a-t-elle murmuré, « de l'aimer comme ça. » « Ce n'est pas difficile, » ai-je répondu en l'embrassant sur le haut de la tête. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse, de réunions avec Sébastien, de visites au tribunal. Le processus serait lent, nous avait-il prévenu. Cela pourrait prendre des mois, peut-être un an. Mais nous avions commencé, et cela signifiait déjà quelque chose. Léo a montré un nouveau type de confiance. À l'école, quand un camarade a fait une blague sur le fait qu'il n'avait pas de père, Léo a simplement répondu « Si, j'en ai un. On attend juste que les papiers soient prêts. » À la maison, il a commencé à poser des questions sur mon enfance, sur mon père, son grand-père qu'il n'a jamais connu. C'était comme si, en décidant de partager mon nom, il voulait connaître toute l'histoire qui l'accompagnait. Un soir, je l'ai trouvé dans sa chambre, fouillant dans une vieille boîte que je gardais dans l'armoire. À l'intérieur se trouvaient des photos de mon père, des médailles de quand je jouais au volley au lycée,
des coupures de journaux sur le petit restaurant que mes parents avaient eu à Saint-Germain-des-Prés dans les années 90. « Désolé, dit-il rapidement. Je ne devrais pas fouiller dans tes affaires. Ce sont nos affaires maintenant, ai-je répondu en m'asseyant à côté de lui par terre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il a pris une photo délavée, moi à 15 ans, le même âge que lui maintenant, à côté de mon père sur une plage qui semblait être Deauville. Vous vous ressemblez, a-t-il commenté. C'est ce qu'on dit? J'ai souri. On dit aussi que j'ai son caractère. Têtu? Comme une mule. Léo a ri puis est redevenu sérieux. Tu crois qu'il m'aurait aimé? La question m'a pris au dépourvu. Mon père, Charles, avait été un homme de peu de mots, dur parfois, mais avec un cœur énorme. Il est mort quand j'avais 22 ans, bien avant que je ne rencontre Élise et Léo. Il t'aurait adoré, ai-je répondu avec sincérité. Il t'aurait appris à pêcher en mer, il t'aurait raconté ses histoires exagérées sur sa jeunesse à Lyon. Il se serait fâché quand tu n'aurais pas fini ton assiette. Léo a souri, satisfait, et a continué à explorer la boîte, découvrant des parties de moi, et maintenant de lui, qui étaient rangées depuis des années. Pendant ce temps, je me suis rendu compte que, pour la première fois depuis longtemps, le nom Dubois ne semblait pas seulement une étiquette, mais un héritage vivant qui continuerait à travers ce garçon, qui valait plus que 1000 noms de famille. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Noël a été tranquille, chaleureux, juste nous trois, mais je préparais quelque chose de spécial pour le nouvel an. J'avais contacté Sébastien des semaines auparavant, avancé dans le processus, rempli la paperasse et gardé tout secret. Élise m'a aidé à emballer les documents dans une petite boîte, terminée par un ruban argenté. Je l'ai caché sous le canapé, attendant le bon moment. Dans l'appartement, nous avons préparé notre propre festin. Élise a préparé sa fameuse dinde au marron, j'étais responsable du gigot d'agneau, et Léo a surpris tout le monde avec une bûche qu'il avait appris à faire sur YouTube. Nous portions du blanc, comme le veut la tradition, et avons installé notre petite célébration sur le balcon de l'appartement, d'où nous pouvions voir quelques-uns des feux d'artifice de la Tour Eiffel au loin. La nuit était fraîche, typique de l'hiver parisien. Les radiateurs tournaient à plein régime pendant que nous mangions, discutions et jouions aux cartes. Léo gagnait à la belote, comme toujours, avec ce sourire malicieux lorsqu'il abattait une nouvelle série de cartes. « Tu triches » l'ai-je accusé en plaisantant. « Ce n'est pas parce que tu es mauvais que je triche », a-t-il répondu, avec cette vivacité d'esprit qui m'impressionnait toujours. Alors que minuit approchait, la ville s'est animée. Klaxons, sifflets, cris de bonne année anticipés résonnèrent dans les rues. À la télévision, le spectacle sur le champ de Mars battait son plein. 10 minutes avant minuit, j'ai pris la boîte de sous le canapé. Élise m'a regardé avec un sourire complice, me serrant la main quand je me suis rassis. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Léo en montrant le paquet. « Une nouvelle tradition » ai-je répondu. « Tu l'ouvres au nouvel an. » Quand l'horloge a marqué les dernières secondes de décembre, nous avons compté ensemble. 10, 9, 8. À la télévision, la foule faisait de même. 3, 2, 1. Bonne année. Des feux d'artifice ont explosé dans toute la ville, illuminant le ciel de Paris. Nous nous sommes étreints, nous souhaitant santé, bonheur, toutes ces choses que l'on souhaite quand une année se termine et qu'une autre commence. Puis, j'ai donné la boîte à Léo. Maintenant, tu peux l'ouvrir. Il a semblé confus, s'attendant peut-être à un jeu vidéo ou à un casque audio. Mais alors qu'il ouvrait la boîte et commençait à lire les documents, j'ai vu son expression changer. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis quelque chose que je ne peux décrire que comme une joie silencieuse et écrasante. « Je t'adopte », ai-je dit simplement. « Ton nom sera Léo Dubois, si tu le veux. » Il n'a pas parlé pendant un moment. Puis il s'est levé, est venu vers moi et m'a serré dans ses bras plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Aucun feu d'artifice ne pouvait se comparer à ce sentiment. « Merci papa », a-t-il murmuré, et c'était la première fois qu'il m'appelait ainsi, sans hésitation, sans gêne. Juste papa. Simplement. Élise nous observait, les larmes coulant librement sur son visage, mais avec le sourire le plus radieux que j'ai jamais vu,
Elle s'est jointe à l'étreinte. Et nous sommes restés ainsi longtemps, une île de 3 personnes au milieu du bruit assourdissant de la ville en fête. Quand nous nous sommes finalement séparés, Léo tenait les papiers comme s'ils étaient en or. C'est, genre, officiel? Pas encore complètement, ai-je expliqué. Il y a quelques audiences, encore quelques papiers, mais nous avons commencé le processus. D'ici la fin de l'année qui commence, tout devrait être finalisé. Nous avons passé le reste de la nuit sur le balcon à parler de l'avenir, de projets, de ce que ce serait quand tout serait officialisé. À un moment donné, Léo s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce que tu crois que Pépé Charles dirait? Maintenant ?» J'ai souri pensant à mon père, à sa manière brute mais sincère. Il dirait « Enfin, ce Martin a fait quelque chose de bien dans sa vie. » Au premier lever de soleil de l'année, nous étions tous les 3, marchant sur le sable encore vide d'une plage de Normandie. Ensemble, nous sommes entrés dans l'eau, sentant les vagues laver la vieille année et baptiser la nouvelle, avec son nouveau nom, sa nouvelle configuration, sa même et renforcée famille. Les nouvelles vont vite dans les familles. En quelques jours, ma sœur Sophie m'a appelé. « Tu l'as adopté, sans le dire à personne ?» Le ton était accusateur, comme si j'avais volé une relique de famille. Puis ce fut Antoine. « Alors c'est ta résolution du nouvel an? Nous remplacer ?» J'ai ri, mais pas parce que c'était drôle. Vous vous êtes remplacé vous-même quand vous m'avez dit qu'il n'était pas vraiment de la famille. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma tante Hélène, sœur de mon père et matriarche autoproclamée de la famille, a été la plus virulente. Tu n'as pas pensé à consulter les aînés avant de prendre une telle décision? Le nom de Dubois a une histoire, Martin. Ton grand-père a bâti ce nom depuis qu'il est arrivé d'Espagne sans rien. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Léo, ma tante? Ne sois pas naïf, ce garçon n'est pas un Dubois. Il n'a pas le sang de la famille. Maintenant si, ai-je répondu sèchement, sur le papier et dans le cœur. Les groupes de famille sur WhatsApp explosaient. Des cousins que je voyais à peine avaient soudain des opinions bien arrêtées sur ma vie. « Es-tu vraiment prêt à renoncer à ta famille pour ce garçon ?» m'a demandé Antoine quand il a finalement accepté de prendre un café avec moi. « Tu ne peux pas forcer une connexion qui n'existe pas naturellement. » L'amour, c'est naturel comment, Antoine? C'est un choix, tous les jours. Facile à dire. Tu n'as pas de vrais enfants pour comparer. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je me suis levé, laissant quelques billets pour payer le café. À la maison, j'ai trouvé Léo en train d'étudier. « Ça va ?» demanda-t-il. « Tu as vu tonton Antoine ?»« Ce n'est pas contre toi, mon fils. »« Je sais, c'est contre toi. » Léo a fermé son livre. « À cause de moi. » Non, à cause de lui. De sa tête dure. Certaines personnes mettent du temps à comprendre que la famille, c'est plus que de l'ADN. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message inattendu de ma cousine Isabelle, la fille de tante Hélène. « Salut cousin. Je voulais juste te dire que je trouve courageux ce que tu fais. Ma mère va me tuer si elle sait que je te soutiens, mais quelqu'un dans la famille doit être du bon côté de l'histoire. J'adorerais rencontrer Léo. » C'était la première lueur au milieu de la tempête familiale. Des mois ont passé. Les choses se sont calmées. Les déjeuners de famille n'ont plus lieu. Mais notre petit noyau familial s'est renforcé en leur absence. La première audience pour l'adoption a eu lieu en juin. À la sortie du tribunal, nous avons eu une surprise. Isabelle était là, tenant un petit bouquet de fleurs. « Je ne savais pas si je devais venir, » dit-elle. « Mais je voulais rencontrer le nouveau Dubois de la famille. » Nous sommes allés déjeuner tous les 4. « Tu sais ce qui m'énerve le plus dans toute cette histoire ?» dit-elle. « C'est que grand-père Francisco aurait été le premier à te soutenir, Martin. Il savait ce que c'était de construire une famille à partir de rien, dans un endroit qui n'était pas le sien. La dernière fois que j'ai parlé à Antoine, c'était en juillet, quand il a appelé pour dire que sa femme était enceinte. « Je vais être père, » dit-il, sa voix mêlant fierté et peut-être une compréhension tardive. Il y eut un silence, puis il a demandé « Comment va Léo ?» « Bien. Il commence à réfléchir à ses études supérieures. Il hésite entre l'ingénierie et la biologie marine. C'est un bon gamin ?»« Le meilleur, ai-je répondu simplement. Plus de silence. Puis,
Peut-être qu'un jour, quand le bébé sera né, peut-être qu'il voudra connaître son cousin. C'était la première fois qu'Antoine parlait de Léo comme d'un membre de la famille. Hier, nous avons franchi une nouvelle étape. Léo a reçu son nouvel acte de naissance. C'est maintenant officiel. Léo Dubois. Le soir, je l'ai trouvé sur le balcon. « À quoi tu penses ? » ?»« Oh non, a-t-il répondu. À la façon dont ils sont importants et ne le sont pas en même temps. Maintenant, je suis un Dubois sur le papier. Mais j'étais déjà ton fils avant ça, non ? Tu l'étais. Tu l'es. Alors pourquoi est-ce si important ? Pourquoi tout le monde s'est-il autant énervé ? Les gens s'accrochent un taux, symbole quand ils ont peur de regarder ce qui compte vraiment. Ils ont tracé une ligne, je l'ai effacée, et à sa place, j'ai construit un nom, un lien, un foyer. Léo n'est peut-être pas de mon sang, mais il est tout mon cœur. Et ça, j'ai appris, c'est plus que suffisant. Au final, la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre ADN. Ce sont ceux qui choisissent de rester quand il serait plus facile de partir. Ce sont ceux qui voient au-delà des lignes artificielles que les autres dessinent. Ce sont ceux qui aiment, tout simplement.